Bonjour le chat aussi vide. Hop, je viens d'allumer ma caméra. Bon, on arrive pour le quatrième chat maintenant, enfin le quatrième stream, pardon, quatrième stream. Bon, voilà, on va finir par s'habituer. C'est vrai que j'ai toujours une sorte de mini pression là avant de commencer, parce que même si je sais qu'il y aura personne dans le chat, c'est quand même, finalement, je me retrouve un peu face à moi-même. Et je sais pas, c'est l'idée que ce soit en mode un peu en public, ça, mais finalement je vais prendre la parole en public et je suis toujours en mode, faut pas que je raconte de la merde et faut pas que je me merde et que je bafouille et que tatati tatata et que j'espère que j'aurai des trucs intéressants à dire, etc. Ok, donc aujourd'hui j'avais bien envie de lire un article qui a un ou deux articles parce que je sais pas combien de temps ça va durer. Donc on va voir en fonction de si je suis complètement desséché à force de parler ou pas. Bon, petit avantage, vu que je suis chez moi, j'ai pas le masque, donc c'est pas si mal. Donc voilà. Donc le premier article, au fur et à mesure de mes aventures sur les différents sites sur les différents sites que je suis, je suis tombé là-dessus, sur cet article, Sortir du mythe du village global et de l'information toute puissante. Bon, il est pas méga récent, ça date du 7 juin 2021. Mais même si c'est pas de l'actu brûlante, on va dire que c'est un sujet enfin, c'est des propos qui vont être, je pense, tout aussi. Je l'ai vite fait survoler, mais je pense que c'est des propos qui vont être qui sont tout à fait d'actualité encore maintenant, et je pense pour plusieurs années encore. Donc voilà. Donc là, je suis sur le site, mais où va le web? Penser le numérique. Hop, attendez, je vais peut-être un peu zoomer dans mon truc. Hop, tac. Donc voilà, mais où va le web? Penser le numérique. Et en gros, c'est un site blog parce que je crois que c'est un seul gars qui fait tous les, euh, tous les articles. Et donc je crois que généralement c'est des critiques de livres et des trucs comme ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, bah du coup, le gars c'est l'auteur du coup c'est Irénée Regnault. Je suis allé voir tout à la fin. Irénée Regnault. Et là, sur le site Humanité Spatiale, c'est déjà le site où j'avais été lire, où j'avais été chercher l'article sur la NASA et les différents mouvements sociaux, et comment comment l'un a influencé l'autre, etc. Donc, il y a sa petite bio. Donc voilà, Irénée Regnault est essayiste, consultant et fondateur de l'association Le Mouton Numérique. Il tient le blog Mais où va le web, qui interroge les transformations sociales et politiques induites par les nouvelles technologies et le numérique en particulier. Il est chercheur associé au laboratoire Connaissances, Organisation et Systèmes Techniques de l'Université de technologie de Compiègne et cofondateur de l'association Le Mouton Numérique. Ok, donc voilà pour l'auteur. Tac. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer dès maintenant. Oula, il se passe quoi? Vous avez la même chose? Il y a pas... Non, il n'y a pas ça sur mon retour. J'avais plein de petits points jaunes et tout. Peut-être mon écran qui part déjà en sucette. Bon, bref, allez, sans plus tarder, on commence par lire le chapeau. Internet et les réseaux sociaux devaient démocratiser le savoir et unifier le monde. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu, écrit Nicolas Carr dans un article sur Engelsbergideas. Ok, j'espère que je l'ai bien prononcé. C'est un site allemand. Bon, attendez, on va aller voir. On va cliquer sur ce lien. Ah non, ça semble anglais. Ingelberg. Ah oui, ok, d'accord, j'étais très loin. Ingelberg Ideas. Ah bah tiens, c'est parfait ça. Bon, j'irai revoir après pour lire d'autres trucs. Je pense pas que j'irai des textes en anglais ici, hein, parce que mon accent est un peu moisi du cul, certains diront. Donc voilà, sur Engelberg Ideas. En effet, l'idée d'un grand village global, pur esprit reliant les individus du monde entier, a du plomb dans l'aile. Alors, village global, c'est une théorie de. Enfin, c'était une théorie. C'est une théorie de Marshall McLuhan. C'est ce mec-là. J'avais déjà préparé tout. Haha. Et en fait, du coup, c'est un chercheur canadien, du XXe siècle. Donc, il est mort en 80. Donc, voilà, genre première moitié du XXe. Et voilà.
Donc, qu'est-ce qu'il dit sur lui? Alors, étudiant les transformations culturelles apportées par l'imprimerie dans le monde occidental, il en arrive à la conclusion que le média de communication peut avoir, à long terme, plus d'importance que le contenu qu'il transmet. Attendez, the media is enfin, le média, c'est le message, quoi. Ça, c'est sa fameuse formule que vous avez peut-être déjà entendue. Gna gna gna. Putain, j'en étais où? Oh là là, je suis déjà perdu. Euh, Car il est. Ah oui, voilà. À long terme, a plus d'importance que le contenu qu'il transmet, car il est une extension des sens et de ce fait détermine la façon dont sont abordés le monde et la société. Ah oui, parce que comme c'est une sorte de médiation entre nous et le monde, genre en nous faisant passer de l'information, bah forcément il modèle un peu notre vision du monde. Donc finalement, comme il dit, c'est le contenant, c'est le contenant qui est plus important. Burp, oula, pardon, bu trop d'eau. Du coup, c'est le contenant qui est plus important que le contenu. Et ça c'est un poncif, hein, genre c'est vraiment c'est une rockstar, on va dire, dans le monde dans le monde de l'information et de la communication. Hop. Mais ça veut pas dire qu'il a vrai. Ça veut pas dire qu'il a vrai, et je pense que cet article va nous expliquer pourquoi. Alors, du plomb dans l'aile, et l'idée d'une société rendue harmonieuse et pacifique grâce à l'information a pris un coup de vieux. Mes limites sont tenaces. Il faut, de temps en temps, les réenterrer. C'est ce à quoi s'attelle car, en déconstruisant l'idée que plus d'informations rime avec plus de progrès. Et bim. Donc là, on a la petite table des matières. Donc deux fausses hypothèses concernant l'information et la communication. Information n'est pas égale à connaissance. Communication n'est pas égale à une communauté. La porte et la fenêtre, Cédric O et François Ruffin. Alors là, j'ai hâte de voir ce que ça veut dire parce que là, j'ai aucune idée. Peut-être très poétique, mais pas du tout explicite. Donc on commence tout de suite. Deux fausses hypothèses concernant l'information et la communication. Hop, je vois plus le chat au cas où il y a des gens qui arrivent, mais même si j'en doute. Village global. L'expression est tirée de l'ouvrage The Medium is the Message de Marshall McLuhan paru en 1967. Comme je vous l'expliquais. Elle désigne les effets de la mondialisation des médias et des technologies de l'information et de la communication. La thèse avance que le monde est devenu un seul et même village, une communauté où chacun vit dans un même temps et dans un même espace. Bon, en gros, c'est contraction du monde, quoi, grâce aux nouvelles technologies. Ces technologies reposent sur deux hypothèses qui s'inscrivent dans l'idée qu'un tel village existe. La première hypothèse est que l'information est l'équivalent de la connaissance. Avec plus d'informations, nous deviendrions plus intelligents, mieux informés, plus conscients. La seconde hypothèse est que la communication permet de resserrer les communautés humaines et par conséquent de les aider à vivre en harmonie. Ces deux hypothèses qui ont formé et forment encore le terreau idéologique de la Silicon Valley sont non seulement idéalistes, mais ne résistent pas à l'épreuve des faits, explique Nicolas Carr. Je sais pas. Lascar. MDR. Ouais, donc en gros, là, les deux hypothèses. Donc là, c'est en gros, il vient de montrer genre, les deux postulats de cette théorie de village global. D'ailleurs, village global, mais c'est plus communément connu sous le nom de société de l'information. Cette idée que finalement, grâce à, on va dire, aux technologies de l'information qui permettent du coup de relier toutes les parties du monde, de relier toutes les personnes entre elles et tout ça, ça va permettre de faire passer du coup plus d'informations, comme il expliquait, et du coup je sais pas, les conflits, c'est en connaissant plus les autres, et ben finalement, on transcende les conflits. Ce sera plus la paix, genre il y aura plus euh, de prospérité, on sera plus intelligent, etc., etc. Ok, donc le premier postulat, l'information égale connaissance, cassé en information n'égale pas la connaissance. L'auteur rappelle que pour que l'information devienne connaissance, il lui faut passer d'une mémoire court terme à une mémoire long terme. Si l'on remet les choses dans l'ordre, une nouvelle information s'ajoute à une base de connaissances à travers un processus complexe, et c'est bien l'association et les connexions entre l'ancien et le nouveau qui permet de donner de la profondeur à nos pensées. Ouais. Une nouvelle information s'ajoute à une base de connaissances. Ouais, en gros, genre, on a une sorte de base de données dans notre cerveau, et en gros, une nouvelle information, il faut avoir le temps non seulement de la comprendre, mais en plus de réussir à la mettre en lien avec
différentes choses qu'on a vues et qui du coup va apporter un petit plus, en tout cas un gros plus, ça dépendra de l'information, à nos connaissances de base, quoi. Donc voilà. Euh, du coup, qui permet de donner de la profondeur à nos pensées. Or pour quart, ornicar, or pour quart, peut-être qu'il a fait exprès ces petits effets de style là. Or pour quart, ce processus est aujourd'hui largement victime d'une détérioration de notre capacité d'attention et de concentration, qu'il impute notamment à l'usage des smartphones. Un smartphone est une machine à distraction. Le constant flux de messages, d'alertes et de notifications crée de la confusion. Twitter, Facebook et Snapchat ont été conçus de manière à empêcher toute focalisation de l'esprit dans la durée. Il en résulte que pour plus d'informations, euh, il en résulte que plus d'informations peut conduire à moins de connaissances. Donc en gros, ouais, donc voilà, c'est trop d'informations tue l'information en fait. On n'a pas le temps de tout digérer, on n'a pas le temps de comprendre ce qu'on est en train de dire, qu'il y a déjà un truc qui arrive. Voilà. Et ça fait penser du coup, notamment tout ce que raconte le Yves Citon, avec son écologie de l'attention. Attendez, on va aller voir. Hop, je vais vous montrer c'est qui sa tête. Yves. Enfin, c'est quoi sa tête, pardon. Enfin, c'est qui sa tête. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Qui s'appelle Yves Citon. Ok. Hop, sa petite bio. Ah, il a même son site internet. Hey, hey. Ok. Alors, c'est qui? Oh, c'est qui exactement? Parce que je vois vite fait qui c'est, mais je sais plus exactement. Alors, Yves Citon est un graphomane assez chanceux pour enseigner la littérature et les médias à l'université Paris 8 dans le département de littérature française et francophone. Gna gna gna. Papa, 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 papa. Ouais. Gna gna gna. Bon, alors, ils disent pas c'est quoi son. Ok, bon, écoutez. Il enseigne la littérature et les médias. Et donc, bon, bref, en gros, dans son truc là de écologie de l'attention, c'est que du coup, comme c'est dit, finalement, avec Twitter, Facebook et Snapchat, leur but, c'est du coup de capter notre attention parce que maintenant sur le web, il y a tellement d'informations que eh ben, il faut bien réussir à nous retenir. Et c'est notamment en nous abreuvant d'informations, etc., qui vont, enfin, entre autres, hein, qui vont retenir notre attention. Et du coup, eux, c'est tout bénef parce que si on va sur leur site, et ben, on va faire de l'interaction. On va faire de l'interaction qu'après, ils vont pouvoir avoir une sorte de petit profil numérique de nos goûts, de nos machins, enfin voilà, de qui on est. Et du coup, ils vont pouvoir les vendre ces informations enfin, des gens qui veulent faire de la publicité parce que comme ça, ils peuvent cibler parfaitement quel truc pourrait nous intéresser ou pas. Donc, c'est ça leur modèle économique. Et du coup, forcément, sous ce surplus d'informations, et ben, je crois que c'est Yves Citon qui dit ça, c'est genre on arrive avec une sorte d'infobésité. C'est genre, enfin, ça parle de lui-même, hein, je trouve que le terme est très parlant. C'est genre, il y a tellement d'informations que finalement, on peut même plus les digérer, quoi. On peut même plus les digérer. Et du coup, ça a un impact sur notre capacité à les digérer, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, trop d'informations tue l'information, et du coup, ça n'en fait pas de la connaissance. Carr cite quelques recherches qui appuient cette thèse. D'abord, une étude de l'Université du Texas et de l'Université de Californie menée en 2017 et où 500 personnes ont réalisé des tests d'intelligence, notamment concernant leur capacité de travail mémoriel, la capacité à se concentrer sur une tâche spécifique. Selon que le smartphone des participants se trouve dans leur poche, sur la table ou dans une autre pièce, les résultats varient. Plus le smartphone est loin, plus les résultats sont bons et inversement. La proximité du téléphone crée une pénalité cognitive, explique Carr, qui cite une autre étude menée en 2014 par des psychologues de l'université du Southern Maine, qui a montré avec un échantillon de 47 personnes que la simple présence d'un smartphone, même éteint, détériorait les résultats à différents tests. Enfin, une dernière étude tend à montrer que lorsque des étudiants n'amènent pas leur téléphone en classe, leurs résultats s'améliorent. Carr n'hésite pas à opposer la lecture sur smartphone à la page imprimée, qui est pour lui un bouclier contre la distraction. Donc pour tous les étudiants qui me suivraient éventuellement, c'est-à-dire moi-même, faudrait essayer ça. Faudrait que j'essaye, genre un jour laisser mon portable dans ma chambre et dans mon appart
et aller en cours, et peut-être que je verrai une différence. Je sais pas. Je sais pas. On verra. Voilà. Ok, donc l'analyse de cas. Donc déjà là, il vient de montrer que moins on a notre portable, plus on peut se concentrer. Bah, c'est normal parce que genre, qui n'a pas une notification qui pop, je sais pas, on n'a pas une heure sans qu'il se passe rien, je pense. Il y a toujours, je sais pas, une notification Facebook, un message, un groupe Messenger qui parle, etc. quoi. Donc c'est vrai qu'en finalement on n'a jamais la paix. Et c'est vrai que j'avais cru voir que je sais plus, il faudrait que je retrouve ça, mais j'avais cru voir que dans un papier là, que apparemment, quand on est concentré, il suffit que il y a une notification qui arrive, enfin genre ça nous sort de notre concentration et il faudrait genre une vingtaine de minutes pour réussir à se remettre dans de bonnes conditions. Donc voilà. L'analyse de quart peut sembler un peu grossière. On ne fait pas exactement la même chose avec un smartphone qu'avec une feuille blanche. Ça c'est clair parce que bon, faut pas déconner non plus. Un smartphone, ça sert à lire notamment. Ça sert à faire plein de trucs, quoi. C'est pas parce qu'on est sur nos téléphones que forcément on est bête et qu'on n'arrive pas à se concentrer, quoi. Mais elle rejoint par endroits, en tout cas, l'idée, plutôt convenue, selon laquelle beaucoup d'informations ne veut pas dire beaucoup de connaissances. C'est, d'une manière un peu différente, ce que rappelait la sociologue Zeynep Tufekci. Ok, on va voir quelle tronche il ou... Ouais, elle a, pardon. J'avais oublié que c'était un la. Hop, quelle tête elle a, cette dame. Ok, donc voilà. Waouh, elle a l'air chill, hein. Chillax. Elle a trop de flow. Voilà. Donc Zeynep, tu fais qui pour qui le trop plein d'informations peut vite devenir un frein à la décision et de rappeler qu'il y a une différence majeure entre avoir beaucoup de données et avoir une information. Il est aussi bon de noter que chaque petit saut dans la connaissance, par exemple en sciences, augmente le savoir. Gna gna gna, je m'en fous. Ah voilà, hop, une des notifications qui me sortent, comme quoi c'est pas que sur le smartphone, c'est aussi sur l'ordi, qui vient de me sortir de ma concentration. Mais je pense pas qu'il me faudra une vingtaine de minutes pour me replonger dans le truc. Mais bon, démonstration en live. Pour qui le trop-plein d'informations peut vite devenir un frein à la décision et de rappeler qu'il y a une différence majeure entre avoir beaucoup de données et avoir une information. Il est aussi bon de noter que chaque petit saut dans la connaissance, par exemple en science, augmente le savoir un tout petit peu, mais accroît l'ignorance énormément en apportant surtout beaucoup d'interrogations nouvelles, d'incertitudes, de champs inconnus. Bref, dans l'absolu, l'information ne sert pas à grand chose. Boum. Donc voilà. Donc, pour résumer, une information, c'est pas forcément de la connaissance. Et que dans nos dispositifs numériques, notamment avec le smartphone, parce que là c'est l'exemple qu'il donne, et ben on fait face à un trop gros flux. D'ailleurs, c'est exactement ça aussi dans la société de l'information. C'est aussi une question de flux. Genre, tout le temps, il faut toujours que de l'information passe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, voilà, une information, c'est pas de la connaissance parce qu'il y a trop de flux et on n'arrive pas à se concentrer, on n'a pas le temps de digérer et on n'a pas le temps du coup de faire d'une information, de transformer l'information en connaissance. Ok, donc maintenant, deuxième postulat. La communication ne veut pas dire communauté. Depuis le télégraphe au XIXe siècle, ajoute Carr, une certaine doxa laisse entendre que l'avancée dans les technologies de la communication permet d'augmenter l'harmonie et l'entente entre les êtres humains. Oui, ça s'est retrouvé, mais genre depuis le télégraphe, mais ça a été aussi avec la radio, ça a été avec, je sais pas moi, bah du coup avec Internet forcément, enfin avec tous les moyens de communication en général depuis le télégraphe qui ont été inventés, bah ça a été, enfin tous les inventeurs ils étaient là en mode ouais, enfin ça va juste apporter la paix sur Terre, ça va faire en sorte que les sociétés puissent s'entendre entre elles, nanani nanana, enfin bon, bref que tout va aller mieux, quoi. Genre tout va mieux avec de la technique de communication. Donc voilà. Nanana, dans les technologies. Où est-ce que j'en étais L'entente entre les êtres humains. Mieux l'information circule, plus nous serions à l'échelle planétaire unis. En 1899, un éditorialiste du New York Times vantait les mérites des câbles télégraphiques transatlantiques de la Western Union, écrivant même que rien ne favorise plus la compréhension mutuelle et le sens de la communauté que ces moyens de communication bon marché, rapides et pratiques. Ok, compréhension mutuelle, du coup, et le sens de la communauté. Dans un registre similaire, Marconi, je vais pas dire le
prénom parce que je pense que je vais l'écorcher comme Jaja. Bon, Marconi, à qui on attribue souvent l'invention de la radio. Bah attendez, on va aller voir. Allez, j'ai commencé à montrer la tête des gens. On va continuer. Hop, ça les rend plus réels, on va dire. Hop. Giuliano. Désolé, hein, j'ai jamais fait italien, je sais pas comment ça se prononce tout ça. Alors, hmm. Donc c'est ce type. Ok, très bien. Il n'y avait pas un autre nom avant? Ah ouais, non. Ah oui, la Western Union. Je crois que c'est fut un temps, genre au début de la télégraphie, j'avais lu ça dans un texte d'histoire sur la télégraphie l'année dernière. Et je crois qu'au tout début de la télégraphie électrique, parce qu'il y avait aussi le télégraphe, il y avait le télégraphe de Chappe, Chappe, C-H-A-2-P-E-S, si je ne dis pas de bêtises, et ça c'était français, ou oh bah attendez, on va aller voir direct. Et télégraphe de Chappe. Alors ça c'est rigolo. Parce qu'en fait, c'est visuel, quoi. C'est pas des petits messages électriques, c'est. Non, pas télégraphe comme ça, mince. C'est genre des moulins qui ont des sortes de pales, et en fait, en fonction de comment on les inclinait, ça faisait. Voilà, exactement comme ça. Et en fait, en fonction de comment on incline le bidule, et ben, ça fait une lettre, quoi. Et en fait. Et ça, c'est français, à Cocorico. Et en gros, c'est genre je crois que c'était à peu près tous les 15 bornes, il y avait un truc, il y avait une petite tour comme ça, là, avec de quoi faire des signaux. Et du coup, bah, ça partait d'un endroit, et puis ça partait, et puis il faisait les signes, il faisait le message, quoi, et ça partait jusqu'à. Genre, je crois que la première ligne qui était posée là-dessus, enfin, qui a été construite, c'était entre Paris et Strasbourg, si je dis pas de bêtises. Et voilà. Et bah, c'était une révolution, hein, parce que genre en mode avant, il fallait quoi? Il fallait 3-4 jours de cheval pour faire passer un message, et là il en fallait, je sais pas, à peine 2 heures, je crois. Donc ouais, gros gain de temps, mais bon, ça avait ses défauts, hein. Vous imaginez, dès qu'il y a un nuage, c'est fini. Donc voilà. Pourquoi j'étais parti là-dessus? Nanana. Ah oui, télégraphie du coup. Oui, la Western Union. Et du coup, bah, la Western Union, elle, c'était aux États-Unis, et du coup, eux, c'était du coup le télégraphe électrique. Faut déjà. Ouh là là, j'ai du mal à organiser mes pensées. Mon cerveau va plus vite que ma bouche. Ah. Donc en gros là aujourd'hui avec les GAFAM, il y a une sorte de super concentration du réseau, hein, enfin, du flux web, du flux sur le web entre quelques grosses entreprises. Et en fait ce qui est marrant c'est qu'à l'époque pour la télégraphie bah, c'était pareil. Je crois que la Western Union a possédé, je crois à un moment, c'était genre 98% du réseau de télégraphie. Faudrait aller sourcer, hein. Mais genre c'était de cet ordre-là, quoi. C'était quasiment l'intégralité du réseau télégraphique. Et du coup, dans le texte que je disais, ce qu'il disait, c'était finalement, quand c'est concentré dans la main d'un seul acteur, comme ça, par exemple, ben c'est lui qui va dicter finalement, comme c'est lui qui a les sous et comme c'est lui qui possède le réseau, ben c'est lui qui va dicter les usages de son truc. Et ça laisse peu de place finalement enfin, je sais pas, par exemple, à différents usages, enfin à d'autres usages que d'autres firmes auraient pu penser pour ce truc-là. Voilà. Bon, j'ai pas d'idée en tête là qui me vient, mais en gros c'est ce qu'il disait. Donc voilà, on digresse, mais on n'avance pas. Nanana. Alors, du New York Times vantait les mérites des câbles télégraphie transatlantique de la Western Union, écrivant même que rien ne favorise plus la compréhension mutuelle et le sens de la communauté que ces moyens de communication bon marché, rapides et pratiques. Bon marché au début, faut voir, hein, parce que bon, il n'y en avait pas énormément non plus, donc ça doit coûter un peu une blinde. Bref. Dans un registre similaire, Marconi, à qui on attribue souvent l'invention de la radio, déclara en 1912 que son invention allait rendre la guerre impossible parce qu'elle rendra la guerre ridicule. Ah. Effectivement, ça a très bien fonctionné son truc, hein, 1914, Première Guerre mondiale. Ça c'est con. Enfin, rapporte l'auteur, en 1923, un ingénieur d'AT&T, J.G. Carty. Quelle tête tu as, J.G. Carty? Est-ce qu'il a une bonne tête? Est-ce qu'il a une bonne tête? Bah déjà, est-ce qu'il va être connu? Ah si, c'est bon.
Ah non. Ok, bah ça doit être lui, hein. Dans un American... Ouais, si, c'est lui. Oh, ouais. Belle moustache. Belle moustache. On peut me zoomer dedans. Ah non. Belle moustache. Bref, c'est lui, Gigi Carty. Alors, prédit de son côté que les téléphones allaient réunir les peuples de la Terre dans une seule et même confrérie. Ah, et comme quoi, avant même Marshall McLuhan, il y avait déjà cette idée de... bah oui, parce que il n'y a jamais rien qui sort... il n'y a jamais rien qui tombe du ciel, hein. Forcément, c'est toujours avant qu'un ingénieur invente un truc ou sorte des idées ou qu'un chercheur sorte des théories, machin. Il y a toujours il s'appuie toujours sur des travaux précédents. Donc, je pense que c'était une idée qui devait déjà traîner dans les cartons, apparemment, parce que ça date de 1923. Voilà. Donc réunir les peuples de la Terre dans une seule et même confrérie, donc dans un village global, pour citer McLuhan. Ce sont ces mêmes promesses qu'ont tenté d'accomplir les réseaux sociaux et notamment Facebook. Ceci est parfaitement visible dans une lettre de Mark Zuckerberg à ses investisseurs. Bon, Mark Zuckerberg, vous voyez tout ce qu'il sait, hein, il n'y a pas besoin de montrer sa tête. Ouais. Voilà, Mark Zuckerberg à ses investisseurs, publié en 2012 et où le jeune entrepreneur écrit que Facebook poursuit une mission sociale. D'ailleurs, c'est très marquant, hein. Dans toutes les déclarations de Mark Zuckerberg, c'est toujours cette idée de mission sociale, c'est toujours ce qui revient, et jamais le fait de faire des bénéfices, hein, étrangement. Alors que c'est quand même ce pourquoi il est. Bon, bref. Celle-ci vise à encourager l'expression et le dialogue parmi les masses. Le fait que les gens partagent plus crée une. Voilà, le fait que les gens partagent plus crée une culture plus ouverte et améliore la compréhension mutuelle des vies et des perspectives des autres. Si c'était vrai, ironise Nicolas Cars, alors nous devrions assister à une déferlante d'amour et de paix à l'échelle planétaire. Seulement c'est faux. Le fait que des milliards d'individus soient connectés sur les réseaux sociaux n'a évidemment pas aboli la haine, l'incompréhension et la violence. Bah, c'est d'autant plus vrai que, genre, maintenant c'est devenu un vrai sujet, enfin, maintenant, c'est devenu un vrai sujet de société, genre la haine sur les réseaux sociaux. Alors là, chaque fois il y a des boomers qui flippent, mais parce qu'il y a une vraie violence, il y a une vraie violence, hein, et le cyberharcèlement, voilà, le cyberharcèlement, je crois que c'est un peu l'inverse total de cette déferlante d'amour et de paix, hein. Voilà, seulement c'est faux, le fait que des milliards d'individus soient connectés sur les réseaux sociaux n'a évidemment pas aboli la haine, l'incompréhension et la violence. Juste pour des questions de culture, hein, tout simplement, hein. Ah, c'était genre dans... comment C'est pour l'idée d'incompréhension. Il y avait... ah, zut, un documentaire. Oh, merde. Pardon, pas merde. Zut, flûte, pipo pipo. Mince, c'était en cours, on nous avait passé ça. Oh là là. C'est un documentaire sur les personnes qui... documentaire sur les personnes qui font de la régulation, là, genre des contenus. Euh, régulation, contenu, Facebook. Et genre, c'était montré... Ah, ça a un nom, c'est... Oh, zut, c'est pas des modérateurs. Non, il y a un autre mot pour ça. Je ne continuerai pas tant que j'aurai pas trouvé. Euh, modération, tiens, ça peut peut-être mieux parler. Il était vraiment super. Et en fait, ça montrait que les... Ah, ça va être ça. Ouais, ça date 2018. Hop, sur Slate. Gna, gna, gna. Alors, attends. Des... Ouais, non, c'est pas celui-là. Oh, zut. Ça finit en Orz. The Nanana Orz. C'est là où ce serait super d'avoir plein de gens dans le chat qui pourraient directement me dire c'est quoi le nom du documentaire. Comme ça, j'y passerai pas de plombe. Bande de mauvais. Pourquoi vous venez pas m'écouter? Alors, document... Oh, zut. Modérators, peut-être. Oh, punaise. Eh, je vais pas... Documentaire, Arte... Ah, j'ai ça trouvé comme ça.
Alors, sur BFM TV, peut-être que pour une fois, ils diront pas des conneries. Ah voilà, les nettoyeurs du web, The Cleaners. Rien à voir avec Orz, d'ailleurs, finalement. Ouais, sur Rotten Tomatoes. Donc ça date de 2018. Et en fait, ça montre comment Facebook délègue toute sa modération finalement, nettoyer tous les, enfin, contrôler les contenus, toute la partie humaine, parce qu'il n'y a pas que des algorithmes, hein, il y a aussi une partie humaine finalement. Et comment il délègue ça dans des, voilà, super image d'ailleurs, dans des pays d'Asie, notamment, je crois que c'était la Thaïlande ou l'Indonésie. Je sais, je crois que c'était l'Indonésie. Et, euh, et du coup, bah, il montrait assez bien finalement qu'il y avait quand même que ce sont des gens avec une culture indonésienne qui régulent des contenus européens. Et il montre assez bien. Je crois que c'est un exemple. Il y a quelques exemples que finalement ils ont pas la même perception de ce qui est choquant ou pas. Et du coup, finalement, bah, cette histoire d'incompréhension, bah, c'est pas parce que ils régulent, enfin finalement, ils régulent des trucs qui sont à l'autre bout de la planète, bah, ça veut pas dire que tout d'un coup, bah, oh là là, il y a plus d'incompréhension, quoi. Parce que là, du coup, ils comprennent pas. Parce que des trucs qui seraient pas choquants chez nous, bah, chez eux, ça choque. Et notamment, et inversement, ce qui est choquant pour nous, ça l'est pas pour eux. Et notamment, ils montraient, genre, il y a une sorte de fête religieuse chrétienne là-bas, où ils empalent, enfin, pas ils empalent, mais ils crucifient réellement des personnes. Et du coup, bah, on voyait que les cleaners, eux, ça les choquait pas. Pourtant, nous, enfin voilà, ils sont cloutés sur des croix, hein, faut pas, enfin c'est un truc, moi, c'est assez hardcore, mais eux, ça les choque pas. Eux, ça ne les choque pas. Et bah, je vous conseille d'aller le voir, ce documentaire qui est génial. Bah, si j'arrive à le trouver légalement, ha, 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 peut-être que je le passerai en live. Mais c'était vraiment super, hein. C'était vraiment super et très éclairant. Pourquoi je disais ça déjà? Ah oui, l'incompréhension. Bon, j'en étais où? Voilà. Naïvida. Les réseaux sociaux, le fait que des milliards d'individus soient connectés sur les réseaux sociaux n'a évidemment pas aboli la haine, l'incompréhension et la violence. La recherche, explique Carr, tend plutôt à montrer l'inverse. Et ah oui, effectivement. Donc en fait, ça a même eu l'effet inverse de ce que ça veut, quoi, des objectifs annoncés, enfin de objectifs annoncés. La circulation complètement fluide de l'information cristallise aussi les différences culturelles. Ah bah, je crois que c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Et cela ne produit pas que des effets positifs. Il cite à cet effet une étude publiée par le journal. Putain, en vrai, il a oublié quelques mots par-ci par-là. Bref. Journal of Personality and Social Psychology en 2017 par 3 psychologues de Harvard, du MIT et de l'Université de Boston. Non merci, je veux pas la newsletter. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent, ces chercheurs de l'Université de Harvard? Ceci avance que plus nous avons d'informations sur une personne, plus nous tendons à ne pas l'apprécier. Ah ouais, c'est marrant ça. Ah ouais, ok. En effet, nous, les êtres humains, aurions tendance à donner plus d'importance à ce qui nous différencie des autres qu'à ce qui nous fait leur ressembler. Et l'abondance d'informations aurait pour effet de renforcer ce biais. Autrement dit, résume Carr, en général, nous apprécions mieux les étrangers quand nous savons pas trop. Ah oui, les personnes qu'on connaît pas, on les apprécie mieux quand on n'en sait pas trop sur eux. Parce que je me disais, c'est complètement con. Enfin, complètement con, c'est pas complètement con, c'est des chercheurs. Mais genre, j'étais en train de me dire, mais genre, j'ai des potes, je les connais très bien. Enfin, et pourtant, ça me fait pas. Enfin, je ne les déteste pas pour autant. Donc en fait, c'est des personnes qu'on ne connaît pas. Fait bien de préciser. Ok. Je sais pas si vous avez eu ce ressenti-là. Moi, je sais pas. Là, à brûle pour point, là. Et maintenant que je le sais, est-ce que je vais le ressentir? Ah, ça c'est une bonne question. J'irai. Ouais, faudrait que j'aille se retrouver leur étude là pour savoir comment ils ont réussi à trouver ça. Nan, nan. D'autres études que cite Carr ont montré que la proximité permet de faire émerger des liens d'amitié, mais renforce aussi les inimitiés dans une proportion plus grande. Cela pourrait s'expliquer par le fait que plus nous sommes proches des gens, plus nous devenons sensibles à leurs tics, à leurs mœurs éloignées des nôtres. Putain, pardon.
à leurs mœurs éloignées des nôtres, et plus cela aurait le potentiel de nous rendre irritables. Ce phénomène est renforcé sur les réseaux sociaux où, plus qu'ailleurs, et surtout plus que dans le monde physique, nous divulguons publiquement des informations sur nous-mêmes, des informations parfois intimes. Ok, bon, bah je vais essayer de pas trop donner d'informations personnelles parce que sinon, les quelques personnes qui passeront par là ou qui iront voir le replay sur YouTube finiront par me détester finalement. C'est peut-être pour ça que finalement, genre, il y a beaucoup de, bon, on va dire, les influenceurs, finalement, se prennent des grosses shitstorms. C'est parce que finalement, c'est vrai qu'ils s'exposent, bah, ils mettent en scène leur vie, bien sûr, mais finalement, on connaît, bah, je pense, j'en sais rien, je veux dire, allez, au pif, Squeezie, par exemple, finalement, on connaît plus ou moins bien sa vie, quoi. Genre, c'est parce qu'il a dû en parler lui-même, hein, genre, ou alors Enjoy Phoenix qui s'est pris des torrents de merde absolument incroyables. Finalement, on connaît plus ou moins bien sa vie parce qu'elle a répondu. Pas, déjà, je crois qu'elle a écrit des livres. Bon, je sais pas ce qu'il y a de ce livre, mais peut-être qu'il y a des points de sa vie, mais genre dans des interviews, des trucs comme ça. Et du coup, ça pourrait expliquer ce phénomène-là, expliquerait pourquoi il y en a qui se permettent d'écrire des insanités et des trucs juste pour leur montrer à quel point ils les détestent. Bon, apparemment, ça serait un phénomène à constater. Mais j'irais bien voir l'étude quand même, juste pour voir comment ils ont réussi à trouver ça. De nouveau, les analyses de cas peuvent sembler généralisantes. À qui le dites-vous? Faut-il appliquer de tout temps et dans tous les contextes les découvertes faites dans un laboratoire dans des conditions spécifiques? Ça fait un peu une. Je crois qu'il répond à la question en la posant, hein. Nos usages des réseaux sociaux sont multiples, il y a fort à parier que la réalité soit plus nuancée. Cependant, le propos de l'auteur vient, dans les grandes lignes, rejoindre des critiques bien connues des vertus de la société de l'information, à commencer par celle de Philippe Breton dans son ouvrage L'utopie de la communication, l'émergence de l'homme sans intérieur. Philippe Breton, je crois que j'avais lu un truc, je crois que j'avais lu un truc de lui, genre c'était sur le langage et la manipulation du langage. Bon bref, Philippe Breton, c'est lui. Hey, jolie lunette. Il a un style un peu à la Einstein, non, avec ses cheveux, non? Ouais. Bon, voilà. Vous voyez qui c'est. Dans son ouvrage, nanana. Le sociologue, donc c'est un sociologue, oui, c'est vrai que j'ai même pas été voir c'était qui exactement. Le sociologue, il décrit bien l'utopie d'une société enfin devenue transparente grâce à la communication. L'origine de cette croyance étant étroitement liée à la naissance de la cybernétique, science multidisciplinaire mêlant notamment psychologie, sociologie, économie, automatique et électronique, qui va en quelque sorte rattraper l'enfer nucléaire dont beaucoup de scientifiques sortirent traumatisés. En guise de rédemption, elle promet de réguler la société en se basant sur les concepts d'entropie, de rétroaction et d'information. L'entropie, je crois que l'entropie, c'est genre, on a un système auquel on comprend pas. Genre, par exemple, ça c'était en cours que j'ai vu ça, et dans de différents documentaires aussi. En gros, genre, on a un système, genre la nature par exemple, une jungle, et genre, genre, moi par exemple, j'arrive dans la jungle, j'y comprends rien. Genre, je comprends pas, genre le fait que, je sais pas, il y a des arbres qui poussent très haut, et ben ça a des impacts sur des petites plantes tout en bas, ou des conneries du genre, tu vois. Enfin, vous voyez. Enfin, des conneries du genre. Oh là là, je me permettrai pas. Enfin, plein de trucs comme ça. Et du coup, ça paraît très bordélique au début. Et c'est en mettant de l'information et en comprenant comment les différents éléments de ce système euh, s'envoient de l'information, ou quand il s'agit, il y a une rétroaction, genre le fait que, je sais pas, un arbre, il fasse un truc, et ben, qu'il a un impact sur une fleur, et du coup, il y a une rétroaction, un feedback qui va vers cet arbre, si je dis pas de bêtises, hein. Donc voilà, et que du coup, l'entropie, c'est le fait euh, de mettre de l'ordre dans tout ça. Attendez, on va juste voir l'entropie, parce que je crois qu'il y a un autre mot, mais qui... Genre, je crois qu'il y en a un qui c'est l'ordre et l'autre c'est le chaos, mais je sais plus c'est quoi exactement les deux termes. Euh, Ah, voilà. L'entropie, il caractérise le niveau de désorganisation ou d'imprédictibilité du contenu en information d'un système. Ok. Et du coup, il y a l'inverse d'entropie.
Donc le fait que j'arrive dans une savane ou dans une jungle, ben moi je suis un peu en mode anthropique parce que je ne sais pas, je ne comprends rien au truc. Ah, le dico des antonymes. Ah, la négantropie, bah voilà. La négantropie, c'est quand c'est très bien ordonné, et l'entropie, c'est quand c'est mal ordonné. Ok, voilà. Ah oui, et cybernétique, c'est Wiener, Norbert Wiener. Norbert Wiener. Hop, on va aller voir sa tronche. Hop, c'est lui. Regardez comme il est cool avec son cigare et des formules mathématiques. Voilà. Donc cybernétique, hein, c'est vraiment une théorie qui est méga importante, genre dans les sciences de l'info. Enfin, méga importante. Aujourd'hui, elle est dépassée parce qu'il y a plein de chercheurs qui ont montré que c'était toute la limite enfin, dans un système fermé, genre électronique par exemple, je crois que ça fonctionne bien, mais c'était surtout le fait que on transpose la cybernétique, cette idée de, bah, du coup, on a différents éléments d'un système et que du coup, en étudiant en maximisant les informations entre ces différents pôles, on va dire, entre les différents éléments, et ben finalement on arrive à ordonner tout ça et que ça soit régulé et que tout aille bien. Et le problème c'est quand on prend cette théorie et qu'on essaye de l'appliquer soit à la nature, soit à l'humain. Euh, en fait, ça ne fonctionne pas. Bah, déjà, rien comme en train de l'expliquer là pour les humains. Mais je crois qu'il y a bah, du coup, documentaire que j'ai passé, la première partie, mais il y en a d'autres. Il y a deux autres parties, il faudrait que je le fasse. Mais sur YouTube, je peux pas remettre la rediff parce que ça fait genre pour des questions de droit, je peux pas. Je me suis fait straquer, on va dire. Donc voilà. Mais ouais, all watched over by the machines of loving grace. Et en gros, c'est ce qu'ils expliquaient, c'est que finalement, dans les chercheurs qui ont essayé de prouver, enfin d'utiliser, de prendre l'approche cybernétique pour expliquer genre, je sais pas, un système naturel, genre, je pensais que c'était un gars enfin, c'est un chercheur il montrait l'exemple d'un chercheur américain, je crois, dans une plaine, et il avait essayé de collecter plein de données pour montrer, enfin, pour essayer de comprendre pour essayer de comprendre comment l'information passait entre les différents, je sais pas moi, entre l'herbe, entre les animaux, entre les machins et tout ça. Euh, Finalement, ça marche pas, quoi. Juste, ça marche pas. Et c'est pareil pour les humains, quoi. Gna gna gna. Voilà. En guise de rédemption, elle promet de réguler la société en se basant sur les concepts d'entropie, de rétroaction et d'information. Maintenant, la dernière partie. Je suis à combien de temps de stream? 43 minutes. Je sais pas comment c'est possible, mais je dis restant que ça, parce qu'ils annonçaient 10 minutes, hein, je crois, de lecture. Bon, bref. La porte et la fenêtre, Cédric O et François Ruffin. Cédric O, je crois que c'est le. Ah, c'est pas le ministre, mais je crois que c'est le délégué à l'informatique ou un truc comme ça. Bon, je vais pas dire de conneries, on va aller voir directement. Mais il fait partie du gouvernement actuellement, je crois. Je crois qu'il est toujours en fonction. Et c'est un truc avec le numérique. Homme politique français, directeur adjoint de la campagne. Secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Voilà. Et François Ruffin, bah, député insoumis. Et qui a notamment réalisé, genre bien, Merci Patron ou des trucs comme ça. Soyons honnêtes, les arguments de Nicolas Cars ne sont pas nouveaux. Comme on dit, ça va faire certes mieux en le disant, ça va certes mieux en le disant, mais il me semble que le combat aujourd'hui consiste moins à faire s'écrouler Facebook, dont les pieds et la réputation sont déjà bien fissurés, qu'à identifier les lieux et les moments où le village global reprend ses droits sous des formes renouvelées. Ouais, Facebook là actuellement, dernièrement, je sais pas si vous avez vu, mais c'est apparemment la fuite de données sur 1,5 milliard de comptes, je crois. Mais j'ai vu dans un article sur Numéramax, on n'a encore aucune preuve. C'est peut-être du bullshit, hein. Mais en tout cas, c'est sûr que ça donne pas une bonne image, quoi. Et en plus de ça, il y a encore eu le lockdown qui a eu. Enfin, le lockdown, pas le confinement, ça veut dire confinement, je crois en anglais. Mais genre le fait que, ouais, que
que Facebook, Instagram et WhatsApp soient tombés en rade pendant plus de 6 heures. Il commence à avoir une mauvaise. Pardon. Il commence à avoir vraiment une mauvaise répute. Mais d'ailleurs, je crois qu'il y a de moins en moins de personnes à. Bon, il faut relativiser, hein, parce qu'il y a toujours 3,5 milliards d'utilisateurs, mais euh, demandez autour de vous, il y a de plus en plus de personnes qui utilisent plus Facebook. D'ailleurs, pour citer un camarade de classe qui disait ça tout à l'heure, alors Facebook, média social enfin, réseau social de boomer. Donc c'est pour. Et je pense que ça. Il y a de plus en plus de gens à penser comme ça, je crois, je pense. Alors, j'en étais où? Voilà, et les moments où le village global reprend ses droits sous des formes renouvelées. Car si le mythe d'une information toute puissante est sorti par la porte, il revient par la fenêtre. Ok. Et comment il revient par la fenêtre? Ah, c'est peut-être pour ça. La porte et la fenêtre. Bah, ok, d'accord. Ah ouais, joli. Une illustration récente de ce retour est à trouver dans un débat organisé par Brut entre l'actuel secrétaire d'État au numérique, Cédric O, ah bah ok, il le disait, j'ai pas besoin d'aller chercher, et François Ruffin, député France Insoumise. Les deux hommes échangent sur leur vision respective de la tech. On comprendra que l'un est plutôt Startup Nation et l'autre plutôt Amish. Le passage qui m'intéresse intervient quand Ruffin exprime ses doutes sur la 5G, sur l'accélération constante qu'on impute aux technologies numériques, bref, sur l'innovation en général, ce qui suscite pardon, cette réponse de la part de Cédric O. Attendez, je prends de l'eau avant de le citer. Ça fait du bien. La problème, je pense pas qu'il ait dit ça, mais je pense que c'est le problème, il a dû faire encore. Ouais, il avait l'air d'être pressé, hein, il y a plein de coquilles partout. Ah tiens, anecdote marrante. Je crois que quand on fait l'expression faire une coquille, quand on fait une faute de frappe ou faire une faute d'impression, des machins comme ça, c'est que ça vient d'un article qui a été écrit sur les coquilles Saint-Jacques et en fait la personne a oublié le cul. Du coup, ça rend les couilles de Saint-Jacques et apparemment c'est de là que viendrait cette expression. Et bon, ça mériterait d'être vérifié, mais c'est un des seuls trucs que j'avais appris. Oh là, faut pas que j'aie trop d'infos sur moi, mais on s'en fout. Que j'avais appris en 5ème en cours de latin. Je crois que c'est la prof de latin. Donc bon, peut-être qu'elle avait raison, peut-être que c'est du bidon, mais en tout cas c'est marrant comme explication. Le problème que nous avons en tant que société mondiale, vous le reconnaîtrez, il est mathématique. On est de plus en plus nombreux. Il y a un quart de la population mondiale qui vit avec moins de 3 dollars par jour. Il y a les 2 tiers de la population mondiale qui vit avec moins de 10 dollars par jour. Vous et moi, on veut que ces gens-là rejoignent notre niveau de vie. On va continuer à être plus nombreux et à consommer plus. Et donc, on a un problème mathématique qui est que on a des ressources finies et on est de plus en plus nombreux à devoir, même si les pays riches consomment autant, à devoir consommer plus. Notre problème est qu'il faut qu'on soit beaucoup plus efficace, qu'on consomme mieux, plutôt qu'on ne consomme plus. Et pour résoudre cette équation, on est obligé d'innover beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. On n'a pas d'autre solution. Faute de quoi, on aura un problème de tension sociale. Le numérique fait partie de la solution parce qu'il rend les systèmes beaucoup plus efficaces. Ouais, donc là, on a une vision de déterminisme technologique flagrant. Genre, c'est même pas caché, hein, c'est même pas analysé, c'est vraiment le but en blanc, quoi. C'est genre, c'est vrai que cette idée-là, ouais, d'avoir l'informatique et du coup, enfin, d'avoir les machines, enfin, le numérique en général, c'est des algorithmes, c'est tous ces trucs-là, bah, finalement, ça permet de rationaliser et en enlevant l'humain. Du coup, enfin, voilà, c'est rationnel. Et du coup, bah, c'est mieux parce que ça permet de mieux gérer. Mais au final, il y a plein d'exemples qui montrent que c'est du bullshit. Rien que la reconnaissance faciale, enfin, aujourd'hui, elle se trompe toujours autant sur. Enfin, voilà, vouloir enlever le facteur humain, bah, c'est pas dans les algorithmes qu'on va le trouver, hein, enfin qu'on va réussir à trouver une solution rationnelle vraiment,
Parce que, comme on l'a vu dans la reconnaissance faciale, bah, il y a certaines personnes typées noires bah, qui ont été comparées à des. Enfin, pas comparées, mais qui ont été reconnues comme des gorilles, quoi. Et donc, ouais, enfin, la technique, elle est perméable au social, quoi, enfin, à la personne qui le crée et qui recrée. Du coup, ces algorithmes-là reproduisent le racisme de leur créateur, quoi, tout simplement. Donc, ça tient pas. Enfin, voilà, ce déterminisme technologique, comme quoi c'est par la technologie qu'on va tout régler, tous les problèmes des humains, bah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. En guise d'illustration, Cédric O cite plusieurs services comme Waze ou Google Maps, arguant du fait que ces systèmes, tout comme le GPS, permettent de gagner en efficacité afin de rouler moins. Sont également cités pêle-mêle les questions énergétiques, la médecine ou encore la visioconférence, qui permet dans certaines circonstances de réduire les trajets en voiture. Il n'est bien sûr pas exclu qu'ici ou là, le numérique permette de réaliser certains gains énergétiques, mais on sait qu'au global, son apport à la décarbonisation de l'économie est au mieux incertain, au pire catastrophique. Je ne souhaite pas entrer ici dans les comptes d'apothicaire puisque ce n'est pas vraiment le sujet. Ah oui, et oui, article du Monde, quand le numérique détruit la planète. Donc on verra si je le lis après parce que ça a l'air quand même long et je ne maîtrise pas trop le sujet. Mais bon, on est là pour apprendre. On est là pour apprendre. Ou je suis là pour étaler ma science. À vous de juger. Un peu des deux, je pense. Un peu des deux. C'est toujours gratifiant de montrer qu'on sait des trucs. Ah, ça disparaît. Comment ça se fait? Peut-être en mettant le chat là. Ok, bon, je mets le chat là. Ok, donc j'en étais où? Voilà. Je ne souhaite pas entrer ici dans les comptes d'apothicaire, puisque c'est pas vraiment le sujet. Bref. Et aussi, parce que cet extrait, qui illustre bien l'ensemble de l'intervention de Haut, réunit la quasi-totalité des poncifs qui assurent au positivisme une inertie phénoménale. D'abord, la vieille idée d'un développement orienté, linéaire, avec à sa tête l'Occident, le reste du monde courant derrière, en retard à on ne sait quel rendez-vous. Puis cette antienne. Ah oui, antienne. J'ai vu ça l'autre jour, là, ce mot-là, mais je suis pas allé voir ce que ça voulait dire. Eh ben, c'est le moment. Vous pourrez l'utiliser plus tard. Et moi aussi. Et on pourra se la péter. Ah, c'est la merde, c'est là ton expression. Refrain à deux chœurs qui alternent des versets. Ok. Ah, ok. Pour le côté littéraire. Répétition continuelle et lassante de quelque chose. Et ben voilà. C'était où? Voilà, la vieille. D'abord, la vieille idée d'un. Puis cette antienne aux accents néocoloniaux. Ce qui manque aux pays pauvres pour arrêter d'être pauvres, c'est de l'innovation. Et aussi une calculette, car la pauvreté n'est finalement qu'une équation à résoudre. Autant nous étions habitués au chantage à l'emploi, François Ruffin, si nous n'avons pas de 5G, les usines fermeront. Autant il faut convenir qu'il est douloureux de devoir s'habituer au grand retour de la mission civilisatrice par mathématisation du monde. Si nous n'innovons pas, alors les pauvres resteront pauvres car les ressources sont limitées et qu'il manque de calculettes. Oui, mais non. Enfin, c'est pas parce que nous on est de plus en plus innovants que forcément. Enfin, la théorie du. Enfin, je pense que ça doit venir aussi de cette théorie du ruissellement, hein, genre ça va ruisseler vers les pauvres. Enfin, le fait de créer un truc, ça va ruisseler vers les pauvres. Enfin, ça serait déjà fait, je pense, hein. Enfin, vu le niveau technologique qu'on a aujourd'hui, je pense que ça serait déjà fait, hein. Genre, ils seront toujours à courir derrière, hein. Enfin, à courir derrière. Ils sont pauvres, quoi. Bref. Surtout que pour pouvoir utiliser tous nos gadgets, enfin nos ordi, tous les composants de nos ordi, de nos portables, etc., ben, c'est des minerais qui viennent des pays dits pauvres, finalement. Et du coup, pour que nous, on puisse innover, ben, il faut qu'on puisse continuer, eux, de les exploiter. Donc, ouais, vision du monde que je ne partage pas avec ce monsieur. Dans ce système de pensée complètement absurde qui ne semble tenir que par les liens sacrés du plus c'est gros, plus ça passe, il n'est jamais question pour l'Occident de consommer moins, mais juste un peu mieux. C'est-à-dire plus efficacement grâce à l'information. Ah oui, d'ailleurs, bah,
c'est ce côté-là, genre rationalisation, qu'on voit aussi apparaître, genre l'idée de ville, de ville intelligente, de smart city, où finalement c'est grâce en foutant des capteurs partout et en contrôlant, enfin en collectant des données dans tous les sens, qu'on va avoir qu'on réussit à avoir une sorte de carte super précise de ce qu'on consomme, de l'énergie qu'on a, etc. Et que du coup on va pouvoir supprimer enfin voilà, enfin, faire en sorte que ça fonctionne mieux, genre supprimer toutes les dépenses énergétiques en trop, quoi. Euh, Ça fait pas, ça aussi, enfin, cette idée de ville intelligente, ça fait partie de cette idéologie-là, quoi, de la société de l'information et du village global, quoi. Gna gna gna. Non, il n'est jamais question pour l'Occident de consommer moins, mais juste un peu mieux, c'est-à-dire plus efficacement grâce à l'information. Et toujours par le truchement d'une numérisation totale de l'appareil de production, seul avenir possible et imaginable, car on est obligé et on n'a pas d'autre solution. Ah oui, puis oui, genre, oui, il y a aussi ces trucs-là, genre, Tina, quoi, there is no alternative, quoi, genre, il n'y a pas le choix. Mais il y a toujours le choix. Ah, sauf si on ne croit pas au libre arbitre. Bon, bref, merde pas. Pas non plus question de penser les relations nord-sud autrement que par le biais des transferts technologiques. Ces gens-là, dont on ne sait ni précisément qui ils sont ou ils habitent, ont besoin de la 5G, d'IA, bref, de notre innovation, et ce, indépendamment de leurs conditions de vie et de leurs besoins réels. Pas question de parler des conditions de production des dites technologies, de leurs effets rebonds et du fait que leur croissance déjà planifiée est inséparable de la oh punaise, du réchauffement du monde, qui touchera caniculisation, ok, enfin, du réchauffement du monde qui touche déjà, avant tout ces mêmes pays pauvres. La fameuse société mondiale, vous en conviendrez, de Cédric O, n'est que l'extension du renoncement à toute réflexion d'ordre politique au profit d'un nouveau village global qui ne recule devant aucun réductionnisme. Alors oui, il faut convenir que ce village n'est plus fait de liens BA sur Facebook, nous en sommes revenus, mais d'informations circulant dans les milliards de capteurs d'un monde sous cloche numérique réduit à sa caricature cybernétique. Une vision d'ingénieur qu'O assume d'ailleurs parfaitement dans un autre extrait. Ouh là là, tu commences à fatiguer, mais c'est pour une de la fin. Si on arrive à connecter un maximum d'objets, les potentiels bénéfices en termes de dépenses énergétiques sont monstrueux. C'est une théorie mathématique de la théorie de l'information. À partir du moment où vous avez plus d'informations dans un système, vous pouvez être beaucoup plus efficace. Sauf à considérer que les transitions vers un monde qui suffoquera moins devraient tenir sur un gigantesque pari technologique, qu'aucune étude, répétons-le, aucune, ne vient soutenir, alors nous devrions nous inquiéter très fort qu'un responsable politique base son raisonnement sur une telle platitude. On le sait, l'histoire du numérique est l'histoire de ses effets rebonds, et ceci se prolonge, qu'on le veuille ou non, dans et par l'immense majorité des systèmes techniques prétendument mis en place pour rendre les choses beaucoup plus efficaces. On pourra toujours remplir à 100% les camions qui circulent à travers l'Europe, connecter tous les conteneurs de tous les ports du monde en 5, 6 ou 7G, on ne fera jamais qu'agir dans la marge de la vertigineuse croissance de ces flux. Les potentiels bénéfices de Cédric O justifient, consolident et accélèrent cette explosion par effet rebond, verrouillant d'autant plus le système économique et ses flux, empêchant par principe de les re-questionner structurellement et politiquement. Bref, la sortie du village global fut un faux départ et la religion de l'information qui rend la société optimale à la vie dure. Et ouais. Et oui, même si c'est un vieux poncif, et ben c'est quand même une doxa qui est toujours dans la tête de nos dirigeants, quoi. Et mais c'est un truc genre, enfin, suffit juste de lire les travaux de. Là, j'ai pas de chercheur en tête, mais il suffit juste d'aller chercher quelques travaux enfin dans les sciences de l'information et de la communication qui démontrent ça. Notamment, ah oui, tiens, je vous mettrai pour le YouTube, pour le truc YouTube, je vous mettrai en lien un article écrit par Gaëtan Tremblay. Et en gros, il parle du gatesisme. Ça, c'est super chaud à dire. En plus, c'est trop moche. Mais en gros, genre, c'est dans cet article, il définit pas trop c'est quoi le gatesisme. C'est genre, on prend gate et on met isme à la fin, comme Ford et Fordisme. Et en fait, dans son article, il démonte en gros l'idée de société de l'information. Et je crois que c'est de 95. Bon, enfin, années 90, début du 1000 peut-être. Et en gros, il démonte l'idée qu'on est dans une société de l'information. Je mettrai ça en lien dans la description de la rediff, hein, du replay sur YouTube.
parce que c'est super intéressant, et puis c'est assez compréhensible, c'est pas trop dur, hein, et c'est pas trop long, je crois que ça doit faire à peine 20 pages, même pas. Et, c'est très éclairant. Donc voilà. Ok, donc voilà pour cet article. Que voilà. C'est vrai que j'apprends pas forcément grand chose de nouveau. À part le fait que moi je connais quelqu'un et plus quelqu'un que je connais pas et plus j'ai d'infos sur lui, plus je le déteste. Ça je savais pas. Bon, ça demande à voir, mais ça demande confirmation. Et globalement, c'est des trucs que je connaissais déjà un petit peu. Et ce qui me permet du coup de faire des commentaires absolument géniaux, n'est-ce pas? Pour votre plus grand bonheur et puis pour le mien. Voilà. Mais bon, c'est toujours, comme il dit, hein, c'est toujours bon de défoncer un peu les doxas ambiantes, quoi. Surtout quand elles sont enfin, à côté de la plaque, quoi. Donc voilà, voilà pour cet article. Je vais voir, je pense que je vais en faire un deuxième. Ça fait combien de temps là? Ça fait 1 heure pile. 1 heure pile. Bon, on va faire une pause. Et pendant cette pause, pour 10-15 minutes, hein, et pendant cette pause, eh ben, je vais voir ce que je vous lis après. Genre, il y avait ça qui me faisait bien envie, si ça avait bien chargé. Voilà, sur internetactu.net. L'automi... Encore une autre idéologie, finalement. Une autre doxa. Euh, c'est vrai que j'aime bien plus. Ah ouais, non, c'est ici les 10 minutes. Bon, on va voir. Assez critique sur l'automatisation. Et je l'avais déjà un peu lu. Et en gros, il parle de comme quoi c'est pas parce qu'on met plus d'ordi forcément au travail que ça fonctionne mieux, quoi. Genre, ça devient rationnel et efficient. Et on retombe finalement sur nos pattes, hein. On va retomber sur nos pattes parce que ça rentre aussi dans cette idéologie de la société de l'information, quoi. Bon, on fait la pause et on se retrouve après. Et j'ai fait une super scène pour la pause qui reprend finalement mon truc d'intro, mais avec un petit texte différent. Allez, go, à tout à l'heure.
Hop, bon, de retour. J'ai vite fait avaler un café. Je vais reboire de l'eau. Parce que c'est vrai que ça donne la sèche quand même hein, de parler tout seul comme ça. Mais exercice tout à fait intéressant. En tout cas, moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Hop. Donc, bon, finalement, je vais bien repartir là-dessus. L'automatisation, une idéologie, point d'interrogation, et pas une affirmation. Sur le site internetactu.net, je vais juste fermer ma porte. Hop. Donc, ça a été écrit par Hubert Guillot. Et donc, j'ai sa biographie sur France Culture. Quelle merveilleuse radio. Donc, journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies, rédacteur en chef d'internetactu.net et responsable de la veille à la fondation Internet Nouvelle Génération. Tiens, j'irai voir vite fait ce que c'est. Et apparemment, il a une conférence qui date de 2019, qui a l'air plutôt pas mal. Bon, j'irai voir, j'irai voir. Et donc il s'agit donc apparemment, bah, voilà, un article. Il y en a pour à peu près 10 minutes, mais je pense que si je transgresse un peu, enfin remarque, je maîtrise moins, hein, donc on verra si j'ai des trucs à dire, on verra en fonction des digressions. Voilà, c'est un article et c'est un peu, et je crois que sur internet.actu, j'ai déjà lu deux trois, et en gros c'est surtout de la critique de livres en fait. Il part de livres qui sortent et puis il écrit là-dessus. Donc voilà, allez, go, c'est reparti. En 2018, McKinsey a publié un épais rapport. Bah ouais, allez hop, ça commence déjà. McKinsey, c'est qui? Ça se trouve, on va pas du tout trouver qui c'est. Ah, pardon. Bah, apparemment, c'est une entreprise. C'est une entreprise de je sais pas quoi. Qu'est-ce que vous faites, McKinsey Global Institute? Our mission is to help leaders in multiple sectors develop a deeper understanding of the global economy. Ouais, c'est un truc de conseil, quoi. C'est genre une entreprise de conseil économique. En 2018, McKinsey a publié un épais rapport sur la révolution de l'automatisation, prédisant que les robots et l'IA allaient rendre obsolètes la plupart des travailleurs. Mais ce n'est pas la tendance qu'on lisait dans les statistiques publiées par le ministère américain du Travail, explique l'historien Jason Resnikoff. C'est qui Jason Resnikoff? Ah, je devrais peut-être ouvrir ça dans un... Ouais, voilà, vous avez vu ce BG? Barbu et tout. C'est genre, je suis un peu sa version low cost, on va dire. Mais je crois qu'il est bien plus BG que moi. Core Lecturer in History Department. Ouais, c'est un universitaire, quoi. Il est spécialisé dans l'histoire du travail, dans l'histoire du capitalisme global, l'histoire intellectuelle, enfin l'histoire des intellectuels, enfin, l'histoire de la science peut-être, et l'histoire des technologies. Voilà. Tac, on revient au site. Faudrait que j'ouvre dans des onglets à part. Jason Resnikoff, dans les bonnes feuilles d'un livre à paraître, La fin du travail, comment la promesse de l'automatisation a dégradé le travail. Publié par le magazine en ligne Zocalo. Les statistiques montraient qu'entre 2005 et 2018, alors que nous étions à l'aube d'une nouvelle ère d'automatisation, les États-Unis ont connu une chute remarquable de la productivité du travail, avec une croissance moyenne inférieure de 60% à la période précédente, 1998-2004. Alors que la promesse de notre remplacement par les machines aurait dû faire augmenter la productivité du travail, on constatait l'inverse. Pour les chercheurs, cet effondrement de la productivité était un phénomène économique majeur, apportant un démenti cinglant à la perspective d'un progrès technologique inédit. Très concrètement, nombre de personnes expérimentent cette dichotomie en étant soit sous-employés ou inemployés, soit en travaillant plus que jamais. Alors que les ordinateurs étaient supposés réduire le temps de travail, ils nous ont surtout fait travailler plus que jamais. Ah ah. Ouais, donc en gros, il y a les personnes qui bossent
travaillent toujours plus et enfin, il y a de moins en moins d'emplois et en fait, comme avec, je pense que c'est ça, hein, comme grâce aux outils informatiques, et ben, on peut faire plus de choses, et ben finalement, on préfère ne pas embaucher et pressuriser ceux qui travaillent déjà pour qu'ils fassent plus de taf. Et ça, c'est un truc un peu personnel enfin, qui fait écho à quelque chose d'assez personnel parce que ma mère, qui travaille dans une boîte qui est au service recouvrement, je ne dirai pas le nom, dont je tairai le nom, bah, c'est un peu ça qui se passe, quoi. Genre on la voit, enfin, j'ai surtout vu ça quand elle était en télétravail, où finalement, elle était en train de péter un câble, quoi. Genre, parce qu'elle avait trop à faire, trop à faire. Et ça s'arrêtait jamais, quoi. Donc voilà, petit aparté, on arrête. L'automatisation, travailler plus et moins cher. Pour Jason Resnikoff, les promesses infinies de l'automatisation de l'industrie automobile ou de l'informatique étaient un cadre de discussion permettant de tirer profit de l'enthousiasme technologique d'une époque. Mais pour lui, le terme même d'automatisation relève bien plus d'une invention idéologique que technique, qui n'a jamais vraiment profité aux travailleurs puisque son sens même signifiait l'écrasement mécanique des travailleurs plus que leur remplacement. En fait, si on la lit depuis ce sens, l'automatisation n'a cessé de rendre la vie des travailleurs plus dure et ingrate. Les outils de l'automatisation ont surtout été utilisés pour dégrader, intensifier et accélérer le travail humain, et plus encore pour l'invisibiliser derrière les machines. Alors, je crois que j'avais vu Ruffin, je crois que c'était Ruffin, il a sorti un bouquin. Bah, d'ailleurs, je pense que c'est quand on parlait du débat entre Cédric O et Ruffin, je crois que c'était ça, il avait sorti un livre genre sur la technologie, sur le rapport à la technologie dans nos sociétés. Et en gros, ce qu'il disait, c'était que, genre, avec la révolution industrielle au 19e siècle, genre, bah, forcément, du coup, on a vu ça, c'est l'automatisation du travail. Et genre, il y avait déjà ce discours très, genre, en mode, ouais, toutes les tâches ingrates et tout ça, et ben, ça sera fait par des machines, et ça va libérer du temps pour les autres, pour les humains, pour faire d'autres choses, pour profiter de leur temps libre, et patati et patata. Et en fait, lui, c'est ce qu'il expliquait, c'est que finalement, au 19e siècle, bah, ceux qui détenaient les industries, genre, enfin, même, genre, par exemple, les mines et tout ça, ils se sont rendus compte que, bah, grâce aux machines, et ben, les travailleurs pouvaient être plus performants, et du coup, en fait, ils utilisaient un enfant qui travaillait moins bien avant, qui travaillait moins bien qu'un adulte, et ben finalement, avec une machine, il était capable de travailler genre comme un adulte ou deux adultes. Et, bon, c'est au doigt mouillé là, hein, c'est dans mes souvenirs. Mais en gros, c'est ça. En fait, finalement, l'automatisation du travail, ça n'a fait qu'une chose, c'est faire travailler les enfants. Donc bon, tu parles d'un progrès, quoi. Tu parles d'un progrès. Et que c'était que avec d'une intervention politique, une intervention humaine, qui a fait que bah, les enfants ont arrêté de travailler. Enfin, ont arrêté. C'est pas vrai partout dans le monde, hein, mais en gros, ça a réduit le travail infantile. Voilà. Les outils de l'automatisation ont surtout été utilisés pour dégrader, intensifier et accélérer le travail humain, et plus encore pour l'invisibiliser derrière les machines. D'ailleurs, je pense que ça c'est très intéressant pour tout ce qui concerne le digital labor, le fait que enfin, c'est les micro-tâches, genre pour par exemple, genre je sais pas moi, par exemple une IA, il faut l'entraîner quoi. Genre, on a bien vu, hein, genre, je sais pas moi, avec Siri ou des trucs du genre. Ben, faut bien l'entraîner pour qu'elle puisse bien comprendre ce qu'on lui demande et pouvoir s'adapter finalement. Et comment on fait pour l'entraîner? Et ben en fait c'est par micro-tâches. Je m'étais inscrit sur un site comme ça là pour tester les trucs, et c'est vrai que c'est vraiment des micro-tâches à la con que tout le monde peut faire. Et du coup, je me suis perdu. Pourquoi je parlais ça? Voilà. Ah oui, pour invisibiliser. Et du coup, bah, derrière, on a l'impression qu'on a une IA qui fonctionne, mais en fait, derrière, il y a plein d'humains qui travaillent par des petites mains, quoi, qui travaillent pour perfectionner, quoi. Genre, en fait, l'humain se retrouve invisibilisé derrière l'IA, quoi, alors que bah, ils font un travail pour le rendre plus performant, quoi. Donc voilà. Ah oui, et puis aussi quand on automatise, je ne sais pas moi, genre au lieu, aller au pif, genre une tâche administrative, genre au lieu d'aller dans un bureau administratif pour voir les gens, pour discuter avec les gens, pour les fonctionnaires par exemple qui bossent là-dessus, bah finalement si on interface, si on fait en sorte que ce soit avec une machine, en fait,
que ce soit sur un ordinateur, et ben on fait en sorte, finalement, il n'y a plus de contact humain, et du coup, l'être humain est invisibilisé derrière la machine. Donc, euh, donc voilà. L'ordinateur est certainement le meilleur symbole de cette menace et promesse de l'automatisation, explique Jason Resnikoff. En 1952, l'entrepreneur américain John Diebold, on va aller voir qui c'est, John Diebold, donc c'est un business pass américain qui était un pionnier dans le champ de l'automatisation, qui a fondé The Diebold Group pour conseiller les entreprises partout dans le monde, euh, ainsi que le gouvernement des États-Unis, pour vanter le potentiel des technologies de l'information. Donc je pense que ça c'est un gars qui rentre parfaitement dans l'idéologie de la société de l'information. Donc voilà. John Diebold publie Automation, qui fut traduit en 1957 chez Duno sous le titre Automatisme vers l'usine automatique. Il fait de l'automatisation un terme familier et surtout introduit l'idée que l'ordinateur pourrait traiter l'information, tâche qui était jusqu'alors dévolue aux employés de bureau, en permettant d'échapper aux limites humaines de ces traitements d'une manière plus rapide et plus fiable. Ouais, donc voilà, c'est ça, on enlève le facteur humain, et du coup, ça serait l'idée qu'on enlève le facteur erreur et tout ça pour mieux rationaliser et être plus efficace. Les employeurs ont été séduits par ce message, non pas tant par l'attrait de puissance ou le fantasme de machines qui écriraient toutes seules, mais parce qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les entreprises s'inquiétaient de la syndicalisation, et ce alors qu'elles s'étaient dotées d'un nombre sans précédent d'employés de bureau à bas salaire, essentiellement des femmes. Entre 1947 et 1956, l'emploi de bureau a augmenté de 50%, passant de 4,5 à 9 millions de personnes. En 1954, une femme salariée sur 4 aux États-Unis était employée de bureau. Le boom d'une main-d'œuvre de bureau à bas salaire était en train de transformer les bureaux en usines. Les ordinateurs ont été installés, pas tant pour accélérer le traitement que pour réduire le nombre d'employés de bureau nécessaires sans y parvenir. Ah, c'est intéressant ça. Genre, ça serait pas pour céder à une sorte de lubie, enfin une sorte de doxa qui voudrait que c'est en informatisant tout, on va être bien plus efficace. Eux, ce qu'ils ont plutôt entendu, c'est que on va pouvoir réduire le nombre d'employés et du coup, ça va limiter les risques syndicaux, genre de grève et de trucs comme ça. Hein, comme quoi, hein, c'est pas parce que techniquement on peut un truc, enfin, c'est pas forcément, enfin c'est rationnel quoi, mais ça montre bien que c'est pas parce que on peut faire un truc avec une technologie, enfin c'est pas, voilà, je me perds et merde, on est en live, haha, je peux pas couper. Je vais essayer d'aller au bout de mon idée. C'est pas parce que une technique te permet quelque chose, nous permet quelque chose, que ça va être pour ça qu'on va l'apprendre quoi. C'est pas parce que la technique existe que tout d'un coup ça va être mis en place. Là on voit qu'il y a un facteur extérieur à la technique qui est la peur d'avoir des syndicalistes quoi. Donc voilà, je remets le chat, on sait jamais, il y a peut-être des gens qui vont arriver. Welcome to the chat room, n'hésitez pas à venir. Ok. Donc voilà, les ordinateurs ont été installés pas tant pour accélérer le traitement que pour réduire le nombre d'employés de bureau nécessaires sans y parvenir. Et en plus, ils n'ont même pas réussi. Bravo. En effet, le nombre d'employés de bureau aux États-Unis a continué à augmenter jusque dans les années 80, tout comme l'information. Si les, ouais, l'information. Si les ordinateurs étaient capables de traiter l'information rapidement, la saisie de données, elle, restait une tâche humaine. Ah bah oui. Bah, c'est exactement comme je disais pour le digital labor et entraîner les IA. Finalement, c'est ça, c'est genre comment, enfin, faut bien faire rentrer des données dans l'algorithme, quoi. Donc forcément, et ça, c'est des tâches humaines, quoi. Genre, ça peut pas remplacer l'humain. Enfin, l'humain peut pas être remplacé. En tout cas, pas encore. Je sais pas si ça arrivera un jour, mais en tout cas, pas encore. Et c'est exactement ce qu'il dit. C'est-à-dire que c'est d'abord, il faut d'abord nourrir la bête, quoi. Et c'est les données, et du coup, ce sont les employés du bureau qui le faisaient. La saisie de données, elle, restait une tâche humaine. Incapables d'éliminer la main-d'œuvre humaine du travail de bureau, les gestionnaires sont revenus à ce qu'ils faisaient depuis l'aube de la révolution industrielle. Ils ont utilisé des machines pour dégrader les emplois et économiser de l'argent. Ils se sont inspirés du taylorisme et des manuels de gestion scientifique du travail du début du XXe siècle et ont rebaptisé cette pratique l'automatisation. Dans une grande compagnie d'assurance des années 50, il y avait 20 employés de bureau pour chaque directeur. Bien moins de secrétariat qualifié et bien rémunéré qu'on le pense. 3 personnes sur 5 qui travaillaient avec des ordinateurs dans l'industrie de l'informatique dans les années 50 et 60 étaient des employés de bureau mal rémunérés.
Cette réalité pourtant était masquée par une rhétorique vantant l'automatisation. L'automatisation dans les bureaux américains signifiait que davantage de personnes étaient contraintes de travailler comme des machines. Parfois, cela permettait aux employeurs d'engager moins de travailleurs, comme dans les industries de l'automobile, des mines de charbon et de l'emballage de la viande, où un employé faisait désormais le travail de deux. Parfois, il a fallu embaucher davantage de personnes, comme dans le cas du travail de bureau. Donc, ok, donc genre sur les chaînes de production, ça a permis du coup de réduire le nombre de personnes, parce qu'ils pouvaient, à moins qu'ils aient gardé le même nombre de personnes, et du coup ils pouvaient produire beaucoup plus et faire beaucoup plus de marge. Et en plus de ça, pour ce qui est des emplois de bureau, ça n'a fait que les augmenter. Pour Jason Resnikoff, c'est encore l'histoire de l'automatisation aujourd'hui, explique-t-il en évoquant Slack, cet outil qui permet de partager un espace de discussion dans les organisations. Sur son site web, Slack présente son application comme un outil de flexibilité, quand il permet surtout d'insinuer l'idée d'un travail sans fin où que vous trouviez et à n'importe quelle heure. Il y a 70 ans, les employeurs ont utilisé les technologies pour faire travailler plus et moins cher, on y est encore. Et on va aller voir Slack. Slack. L'avenir du travail est sur Slack. Ouh, rien que ça. Rien que ça. Ouais, donc c'est un espace de travail. Ah, j'ai un truc un peu. Hop, pardon, j'entendais un. Je crois que c'est un hélico qui dort. Augmentez votre productivité en organisant votre travail. Ouais, bah, en gros, c'est toujours cette antienne, on va dire, ce genre de rationalité pour augmenter la productivité, voilà, l'organisation, patati patata. Enfin, bon, on va finir par connaître ça par cœur, hein. Ok. Hmm. Ok, donc il y a 70 ans, les employeurs. D'ailleurs, ça serait intéressant si des personnes dans le chat pouvaient témoigner de ce genre de trucs, mais je pense que c'est des témoignages, j'en trouve un peu partout, hein, genre dans les startups, là, les burn-out et tout, c'est le fait de faire des heures à rallonge, de toujours recevoir, enfin même en plein milieu de la nuit, de recevoir des mails et tout, enfin bref, c'est vraiment sans fin, quoi, c'est sans fin, c'est sans fin, c'est sans fin. C'est visiblement le propos du livre de Resnikoff. Nous aider à voir l'automatisation comme une idéologie plutôt que comme une technologie, permettant de masquer l'intensification du travail humain, de nous faire croire que la liberté consiste en l'absence de travail et de minimiser le rôle politique de nos lieux de travail. Comme nous l'expliquait déjà Jerry Muller dans son livre, le taylorisme a permis d'éclipser ce qui était important au profit de ce qui pouvait être mesuré. À croire que nous sommes toujours englués dans ces difficultés. Bon bah je crois que c'est sibyllin, hein. Genre, voilà. C'est que finalement, derrière l'automatisation, y a des choix politiques qui sont faits pour organiser le travail. C'est pas juste la marche du progrès, quoi. Il y a des vrais choix humains. Il y a des choix qui sont faits par des humains, des vrais choix politiques d'organisation de la société et à peu petite échelle dans les entreprises, quoi. Voilà. Coincé dans le paradoxe de la productivité de la technologie, l'accélération plus que l'efficacité. Voilà longtemps que le paradoxe de la productivité des nouvelles technologies est mis sur la sellette. Oh, on a oublié d'aller voir Jerry Muller. Quelle tête il a, ce Jerry Muller? Quelle tête il a? Ouf. Ah, il a une bonne bouille. Regardez-moi ce sourire et cette moustache. Il est mi-cuit un peu, hein. Il est mi-cuit. Il lui manque, il manque quelques. Ah, dans ce cas-là, faut se raser la tête, monsieur. En tout cas, il a une bonne bouille. Il a l'air bien sympathique. Et il a l'air encore plus sympathique parce qu'il dénonce un peu l'automatisation de nos vies et du travail. Monsieur, vous êtes un héros. Voilà longtemps. Mince, je sais plus où c'est que j'en étais. Ah voilà. Voilà longtemps que le paradoxe de la productivité des nouvelles technologies est mis sur la sellette, à l'image des travaux de l'économiste Robert Gordon, qui montrent que les technologies de l'information et de la communication n'ont pas eu un fort impact sur la productivité. Robert Gordon. Eh, si ça se trouve, il a une bonne bouille aussi, celui-là. Peut-être qu'il fait un peu peluche aussi. Oula. C'est lui? Oh, sûrement, hein. Eh, il a l'air rocker un peu, hein. Bref. Voilà. Pour certains, cela s'expliquerait par le fait que les développements technologiques seraient finalement toujours insuffisants.
D'autres estiment que c'est la proposition de valeur même de nos outils technologiques qui est inadaptée. C'est le propos notamment de l'éditorialiste et professeur d'informatique Cal Newport dans son dernier livre Un monde sans email, réimaginer le travail à l'ère de la surcharge de communication. Bon, donc là, on revient aussi sur l'idée d'écologie de l'attention d'infobésité. Comme on peut le lire sur Wired ou le New Yorker, la technologie ne nous a pas aidé à travailler plus efficacement. En 1997 déjà, l'historien des technologies Edward Tenner, dans Why Things Bite Back, pourquoi les choses mordent en retour, Technology and Revenge of Unintended Consequences, je ne sais pas ce que ça veut dire unintended, interrogeait le paradoxe de la productivité malgré l'introduction de l'ordinateur de bureau et soulignait déjà que la facilité n'était pas l'efficacité. L'ordinateur a rendu certaines activités courantes plus efficaces, mais il a aussi créé davantage de travail global à effectuer, explique Newport à la suite de Tenner. Bon, on va aller voir aussi Edward Tenner. Ça fait beaucoup de têtes à se souvenir et beaucoup de noms là. Je sais pas si je vais tout me souvenir moi. Ouf. On dirait Dracula. Alors c'est un écrivain indépendant et un speaker, bon bah ça doit être un conférencier j'imagine, qui a reçu le titre de Distinguished Scholar of nanana. Ouais, en gros il traîne dans les milieux universitaires quoi. Ah, il fait un peu peur quand même, hein, il a l'air pas... ouais, c'est... Dracula. Comme quoi même Dracula peut être gentil. Hein. Enfin, c'est pas une question d'être gentil, je pense qu'il réfuterait ça, mais bon, bref. On va dire qu'il est assez à gauche. Quoi. Dracula est de gauche, vous le croyez Interroger le paradoxe de la voilà, en 1997 déjà, l'historien des technologies, Edward Tenner, interrogeait le paradoxe de la productivité malgré l'introduction de l'ordinateur de bureau et soulignait déjà que la facilité n'était pas l'efficacité. L'ordinateur a rendu certaines activités courantes plus efficaces, mais il a aussi créé davantage de travail global à effectuer, explique Newport à la suite de Tenner. En 1992, l'économiste Peter Sasson, étudiant l'impact des nouvelles technologies dans de grandes entreprises, avait montré que celles-ci avaient licencié du personnel avec l'arrivée des ordinateurs, concentrant le travail en moins de mains. Les petits employés de bureau ont alors disparu, mais pour maintenir le niveau de production, les entreprises ont embauché plus d'employés de niveau supérieur. Pour Sasson, l'introduction des ordinateurs pour améliorer la productivité a surtout coûté plus cher aux entreprises. Ah ouais, genre, comme on vire les personnes qui ont peu de qualifications, bah finalement, on vire les gens qui ont peu de salaire, mais on les remplace par moins de gens, mais qui ont un plus gros salaire. Donc apparemment, l'un dans l'autre, ils ont perdu du fric, quoi. Parce que j'imagine que, genre, équiper, ça a un coût, quoi. Et en plus de ça, ça coûte plus cher les gens qui sont plus qualifiés. Et ouais. Peter Sasson. Hop. Peter. Magnifique. C'est lui? Est-ce que c'est lui? Ah, je m'en voudrais pas montrer le bon, Peter. On va mettre économiste. Est-ce que c'est ce qu'il a? Ou historien? Je sais plus si c'est historien. Non. Je crois que c'est un historien du coup. Un historien des techniques. Histoirien. Histoiron. Ça veut rien dire. Ouais, bon, bref. Tant pis. On avance. Voilà. Pour Sasson, l'introduction des ordinateurs pour améliorer la productivité a surtout coûté plus cher aux entreprises. Dans son livre, Newport pointe les limites de nos modes de communication actuels, que ce soit par email ou via des outils comme Slack. En 2005, nous envoyions et recevions en moyenne 50 mails par jour. En moyenne, nous en sommes à 126 aujourd'hui, se désole-t-il. En 2017, l'économiste Dan Nixon soulignait que la productivité dans les économies avancées était restée faible à l'époque de l'arrivée massive des smartphones. Attendez, j'ai pas compris ce que j'ai lu là. L'économiste soulignait que la productivité dans les économies avancées, ok, donc ça c'est genre les pays occidentaux on va dire, était restée faible à l'époque de l'arrivée massive des smartphones. Ah ouais, genre en mode c'est pas... Oui, en fait ça n'a pas grandement augmenté la productivité, quoi, malgré l'introduction d'outils censés rendre plus rationnel et du coup augmenter la productivité.
Je dis beaucoup de fois productivité, non? En même temps, c'est satisfaisant à dire, productivité. Pour Newport, les innovations... Voilà. Pour Newport, les innovations technologiques visant à rendre la communication plus rapide et omniprésente n'ont pas réussi à changer les choses. En fait, nos outils n'ont cessé d'accélérer la communication, à l'image de Gmail, qui complète nos réponses avant qu'on les écrive et qui classe et hiérarchise nos messages avant qu'on les lise. Eh ben oui, pratique. Ouais, moi j'ai jamais utilisé, hein, je sais pas pour vous, mais moi j'ai jamais utilisé les réponses préfaites que nous propose Gmail. Mais accélérer les tâches ne garantit pas de nous rendre plus productifs. S'il est facile d'envoyer un rapport à ses collègues, il est certainement plus difficile qu'avant de trouver le temps de le lire, voire de le rédiger. Pour Newport, nous ne pouvons pas nous contenter de multiplier les outils, comme le font trop d'entreprises, en disant aux gens débrouillez-vous. Et ouais, et genre ça c'est très aussi déterminisme technologique parce que finalement c'est pas parce qu'on introduit des nouveaux outils, c'est pas parce qu'on introduit des techniques, genre en mode la technique va tout régler. Bah non, il y a aussi le facteur humain qu'il faut prendre en compte, genre faut former les gens, et puis là par exemple, apparemment il n'y a pas le temps quoi, genre t'as plein d'outils mais t'as pas le temps de bien faire ton taf. Genre t'as pas le temps de bien les utiliser. Et t'es submergé d'informations. Non, non. C'est plus difficile, voire de le rédiger. Pour Newport, nous ne pouvons pas nous contenter de multiplier les outils, comme le font trop d'entreprises, en disant aux gens débrouillez-vous. Ce qui nous manque souvent, c'est la structure de l'organisation. Pour le dire plus simplement, l'accélération technique ne produit ni méthode ni productivité. Dans un autre article de Wired, la journaliste Anne-Hélène Peterson, qui a publié Je ne peux même pas, comment les millennials sont devenus la génération burn-out, fait le même constat. Au lieu d'optimiser le travail, la technologie a surtout créé un barrage ininterrompu de notifications et d'interactions. Avec les réseaux sociaux de travail, la dépendance au travail, le workaholisme, ok, imprononçable, mais je crois que vous avez compris l'idée. Attends, je suis en train de lire. Voilà, ok, la dépendance au travail. Ok. A cessé d'être un problème personnel. Comme si le numérique avait aboli toute limite au travail et renforcé l'anxiété générale. Nous travaillons tout le temps pour compenser la sous-évaluation générale de notre propre travail, constate de dépit la journaliste. Plutôt que de briser le système, nous nous fondons dans ses spécificités. Le burn-out n'est pas une affliction temporaire, c'est la condition de travail moderne. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il nous explique En gros, comme on a plein de travail à faire, on n'en voit jamais le bout. Et en plus de ça, du coup, c'est un peu l'idée de travailler 24 heures sur 24. Et du coup, comme on doit aller vite, comme il y a plein de trucs à faire et qu'on n'en voit jamais le bout, ben, on a l'impression de mal faire notre taf, quoi. Donc en plus de ça, les conditions de travail se dégradent. Bah, c'est pour ça qu'on fait des burn-out, quoi. Genre, faut faire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et à un moment, bah, le corps il lâche, quoi, tout simplement. Même constat de Newport dans le New Yorker. Le stress est devenu la mesure par défaut pour juger si nous sommes suffisamment occupés. Ah bah, ça promet. Et les systèmes de travail sont devenus suffisamment autonomes pour évoluer indépendamment de tout plan rationnel. Pour Newport, le problème repose surtout sur l'autonomie accordée aux individus par nos systèmes techniques pour décider de leur travail. Pour redevenir plus productif, il faudrait que nous en fassions moins. Ouais. Donc, pour devenir plus productif, il faut en faire moins. Genre miser plutôt sur la qualité que sur la quantité, quoi. Reste à savoir si ces descriptions de l'enfer des travailleurs intellectuels dépassent le cadre des bullshit jobs. Alors les bullshit jobs, genre c'est tous les genre les travails à la con. Ah, le monsieur, il est mort il y a pas longtemps en plus, ce gars, celui qui a théorisé ça. Et en gros, c'est tous les travails qui servent à rien, genre, enfin qui servent à rien. Ou en tout cas, on se sent inutile, genre c'est, genre, par exemple, voilà, c'est, comment il s'appelle Il donne pas son nom. En tout cas, il y a sa photo là, juste là. David Graeber, anthropologue. Ouais. Oui, il est mort il y a pas très longtemps. Il est mort en. Je crois que ça doit être en 2019 ou 2020, je sais plus. Il est mort pas vieux, hein, il était pas vieux. Il devait avoir même pas 60 ans. Et en gros, bah, les jobs de merde, comme il le dit, c'est genre en mode, je sais pas, genre on fait des. En mode. Zut, je trouve pas mes mots. Genre en mode des conseils marketing enfin, où on sait même pas si finalement l'entreprise les prend en compte et plein de trucs comme ça où on se sent inutile en fait dans notre travail. Et ça touche bah, des gens qui sont plutôt bien diplômés, hein, finalement. C'est pas. Ah, attendez. Je crois qu'il y a Arte qui a sorti un petit truc, ou c'est Combini, je sais plus. Arte.
youtube.com. On va aller voir. Je me souviens plus. Qui a sorti une petite vidéo. Je crois que c'était Combini ou Brut. Combini. Bullshit. Ah bordel, je sais plus écrire. Et mon ordi qui est en train de mourir. Ah, il faut savoir que j'ai 4 Go de RAM dans mon ordi. Donc il a 4 ans maintenant. Donc il commence à se faire un peu vieux. Bullshit Jobs. On va essayer de retrouver ça. Je vous mettrai en lien aussi. Ouais, bon, voilà, témoignage. Quand il était encore de son vivant, il y a 3 ans. Ah, donc ça fait un peu plus. Ça peut être 2017 peut-être. Qu'il est mort. Donc bon, voilà. Ok, reste à savoir si ces descriptions de l'enfer. La désorganisation de nos outils numériques favorise-t-elle l'autonomie, comme s'en désole Newport, alors que ceux-ci produisent une surveillance sans précédent de nos pratiques? Certes, ils aident peu à démêler les priorités, comme le soulignaient les chercheurs en économie Sheila Dodge, Don Kiefer et Nelson Ruepening, et malgré leurs aspects symbiotiques, je ne sais pas ce que ça veut dire symbiotique, produisent surtout de l'individualisation des collectifs de travail, chacun déchargeant son travail sur d'autres au détriment de son organisation. Ouais, une sorte d'atomisation de la société, quoi, comme on l'entend souvent finalement. Tac, symbiotique. Définition. On apprend plein de mots, c'est pas... Qui participe à une symbiose ou qui la constitue. Et on va aller voir ce que ça veut dire exactement symbiose. Je vois ce que c'est à peu près, mais... Association étroite de 2 ou plusieurs organismes différents, mutuellement bénéfiques, voire indispensables à leur survie. Ouais, donc en gros, c'est qu'en symbiose, quoi. Leurs aspects symbiotiques, ouais, ok. Produisent surtout de l'individualisation des collectifs de travail, chacun déchargeant son travail sur d'autres au détriment de son organisation. Pourtant, renvoyer la culpabilité à l'utilisateur final, au dernier maillon de la chaîne, est trop commode pour convaincre. Certes, il désorganise bien plus qu'on ne le pense. Bien plus qu'on le pense. Burp. J'ai pas de rototo là. Je fais peut-être de l'aérophagie. Mais est-ce suffisant pour expliquer la stagnation endémique de la productivité? Ok. Donc là, il parlait finalement de la détérioration des conditions de travail, du fait que finalement, en faisant beaucoup plus, on fait vachement moins bien, et que en plus de ça, ça tue un peu les collectifs, du coup, toutes les dynamiques de groupe qui pourraient faire qu'on soit vachement plus efficace, efficient, sont cassées, quoi. Et du coup, mais apparemment, ça serait pas un facteur qui serait pas un facteur suffisant pour tout expliquer. L'automatisation n'annonce pas la fin du travail, le problème est bien plus économique que technologique. Oui, il nous reste... Ah, bah on est à la fin. Ça fait 1h40. Bah écoutez, ça fait déjà un beau live. Alors, prenons un peu de hauteur. Ah, ça doit être une sorte de montée en généralité du coup. On peut également regarder cette question non pas à un niveau individuel ou organisationnel, mais à un niveau macroéconomique. Ouais, donc macroéconomique, c'est genre global, quoi. Cet été, le journaliste économique de Mediapart, Romaric Gaudin, Romaric, qui a signé en 2019 l'excellent La guerre sociale en France, revenait sur le récent livre de l'historien de l'économie Aaron Benanav, L'automatisation et l'avenir du travail. Alors, ET, pas EST. Genre, c'est pas l'automatisation qui est l'avenir du travail, selon lui. Je les soumets un peu parce que je sais pas si on voit bien en fait. On est reparti. Pour Benanav, comme pour nombre d'autres analystes que nous avons évoqués ici, l'idée que la désindustrialisation et le sous-emploi endémique s'expliquent par une accélération de l'automatisation et de la technologie ne résiste pas au fait. Que la désindustrialisation et le sous-emploi endémique s'expliquent par une accélération de... Ok, d'accord. Donc, le fait qu'on désindustrialise et qu'il y a de moins en moins d'emplois, c'est pas juste parce que on a plus en plus de techniques qui permettent l'automatisation. Comme l'explique Juan Sebastián Carbonell dans un compte-rendu du même livre pour Grand Continent, la source du chômage et du sous-emploi chronique n'est pas technologique mais économique. La crainte d'une automatisation totale qui se débarrassait des travailleurs ne résiste pas
perspective. Depuis 4 décennies, la croissance de la productivité n'a cessé de ralentir, alors que les théoriciens de l'automatisation n'ont cessé de prédire le contraire. Pour Benanav, la désindustrialisation de l'emploi n'est pas tant le produit de l'automatisation que du ralentissement de la croissance de la production. On va relire ça. La désindustrialisation de l'emploi n'est pas tant le produit de l'automatisation que du ralentissement de la croissance de... Ah oui, ok, non. Ok, d'accord. C'est parce qu'il y a de moins en moins de croissance, finalement. Et que la technologie n'a rien à voir là-dedans. Pour l'économiste, ce n'est pas tant la technologie qui détruit l'emploi que la surproduction. La demande ne suit pas l'évolution de nos capacités industrielles que la concurrence internationale a rendue trop redondante. Au final, dans l'industrie automobile par exemple, l'innovation technologique autour d'une quatrième révolution industrielle propose des gains de productivité trop faibles par rapport à l'investissement nécessaire pour faire advenir ce nouvel âge technologique. Voilà. Je ne suis pas économiste, du coup il y a des termes là je comprends pas. On va relire pour histoire de bien se foutre dedans là. Au final, dans l'industrie automobile, par exemple, l'innovation technologique autour d'une quatrième révolution industrielle, ouais, ça doit être avec le numérique, ça, propose des gains de productivité trop faibles par rapport à l'investissement. Ah, ok, d'accord. Genre, la technologie coûte trop cher par rapport aux gains. Finalement, on a moins de gains de productivité, on dégage moins de marge en faisant les investissements pour l'innovation, pour l'automatisation que si on le faisait pas en fait finalement. Il y a des secteurs où parce que on produit trop et que la demande ne suit pas. Voilà. Il y a des secteurs où la technologie a bien supprimé le travail, l'agriculture industrielle par exemple, mais dans nombre de secteurs, l'investissement technologique n'est pas assez profitable pour ce faire. Cela n'empêche pas les gourous de l'automatisation du travail de continuer à être très écoutés. Leur capacité à dépeindre un futur meilleur qu'il ne se profile y est certainement pour beaucoup. Ouais, c'est genre en mode un peu finalement. C'est ça en fait quand c'est vrai que finalement leurs discours sont un peu automatisés, on va dire, parce que je crois que c'est genre ça doit être genre en mode ils ont un process, ils ont genre un processus, mais qui ne tient absolument pas compte des spécificités et des contextes de chaque économie par exemple, ou enfin de chaque secteur économique ou de chaque contexte quoi, tout simplement, qui fait que bah c'est pas forcément vrai tout ce qu'ils racontent quoi. Leur promesse ne tient pas forcément dans tous les contextes. Plus qu'un chômage de masse provoqué par la technologie, la perspective à venir tient surtout d'un futur sans emploi de qualité, fait d'emplois précaires, notamment pour les plus défavorisés. Et c'est là qu'on retombe du coup sur le digital labor. Ah, même pas. Parce que j'avais lu un rapport pour un master, j'avais dû faire une critique d'une étude sur le digital labor en France. Et finalement, c'est vrai que c'est des tâches finalement qui sont extrêmement répétitives et qui demandent très très peu de qualification, si ce n'est d'avoir quand même une bonne connaissance en anglais, enfin une pratique de l'anglais assez correcte, ou genre posséder tous les outils informatiques, genre ordinateur, etc. Généralement, c'était des gens qui étaient plus ou moins quand même. Ce qu'ils disaient, c'était que ceux qui travaillent dans le digital labor, finalement, ils sont plus ou moins bien diplômés. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est que des trucs qui sont payés, genre t'es payé à la tâche, quoi. C'est une petite misère. Genre c'est 30 centimes par là, 50 centimes par ci, 2 euros quand quand t'as trouvé un truc de ouf. Voilà. Et donc je pense que c'est de ça qu'il parle quand il parle voilà, d'un futur sans emploi de qualité, fait d'emploi précaire. Parce que c'est méga précaire, hein, parce qu'en plus, les plateformes, enfin, faut faire un certain nombre, faut faire un certain montant avant de pouvoir récupérer ton argent. Donc, euh, donc voilà, et en plus, s'il y a un bug, s'il y a un problème, tu as zéro. Enfin voilà, l'humain est invisibilisé derrière la machine. Genre, tu sais pas qui c'est qu'il y a derrière la plateforme, tu es incapable d'aller chercher, genre d'aller parler à quelqu'un si jamais tu as un problème quoi, pour récupérer ton fric ou des trucs comme ça. Donc voilà, c'est emploi précaire, précaire, notamment pour les plus défavorisés. Quant à la productivité, selon Kim Moody, elle serait plus le fait de l'innovation organisationnelle et du lean management que de l'automatisation technologique. Je sais pas ce que c'est le lean management. C'est peut-être genre, ça doit avoir un truc avec apprendre, j'imagine. Hop. Euh, what is lean management? Alors on va voir si c'est pas si c'est genre genre en mode Big Brother avec un néo-langage et tout ça. You have probably heard of concept in growing popularity in the business world, but don't really didn't. We get familiar with a lot. Ok.
Euh, thanks. Il semble que c'est un outil de management universel. Ouh. Ouais, donc voilà, c'est ça. Genre, ça ne s'adapte pas au contexte particulier. C'est genre, tu l'adaptes à tous les trucs, mais genre, si ça fonctionne dans un. C'est pas parce que ça fonctionne genre dans un secteur économique ou dans un contexte spécial, dans une entreprise, que ça va fonctionner dans une autre, quoi. Parce qu'il y a plein de facteurs à prendre en compte. Donc, c'est quoi? Trois simples idées. Wow, enfin, c'est bullshit. Ok, c'est du management bullshit. Euh, Pour dépasser cette impasse, ok, du coup, quant à la productivité, selon Kim Moody, elle serait plus le fait de l'innovation organisationnelle et du lean management, ouais, ok, que de l'automatisation technologique. Pour dépasser cette impasse, il faudrait réorganiser la production autour d'une logique de dépassement de la rareté, post-scarcity, c'est-à-dire à partir des besoins collectifs pour répartir le travail, estime Benada. Ah, finalement, c'est méga marxiste, hein, parce que Marx, lui, c'était genre, il faut pas mettre la production au-dessus des besoins, mais l'inversement, je sais plus c'est quoi le terme exact, mais genre, il faut que on produise ce dont on a vraiment besoin. Donc finalement, c'est ce qu'il est en train de raconter. Voilà, donc c'est-à-dire à partir des besoins collectifs pour répartir le travail, estime Benanav. Ce n'est plus alors la logique du profit qui décide de l'attribution de l'emploi, mais celle du bien commun, prenant en compte les besoins, mais aussi les limites écologiques et sociales. On semble en être encore très loin. À qui tu l'as dit, Bouffi. Reste que toutes ces critiques semblent s'accorder sur un point. L'automatisation pour elle-même ne nous conduit nulle part. Uber. Eh ben, super intéressant ça. Super intéressant. Parce que, ouais, finalement, on dépasse complètement toute cette idée que plus on automatise, plus on gagne en productivité, plus l'économie se porte bien en fait. Finalement, à suivre une sorte de doxa technologique qui veut qu'on aille toujours plus vers du progrès, enfin du progrès selon la définition, genre de déterminisme technologique, quoi. Genre, si on peut, on fait, quoi. Et du coup, ça importe l'idée de plus réfléchir du coup à comment est-ce que on utilise cette technologie et comment on fait pour que sociétalement ça fasse un truc pas trop dégueulasse. Parce que finalement, ce qu'il en déduit, c'est que même les entreprises, elles y perdent de l'argent, quoi. Elles y perdent de l'argent. Donc derrière cette automatisation et du coup cette rationalité, ben, c'est quand même irrationnel parce qu'ils perdent plus d'argent qu'ils ne feraient s'ils automatisaient pas, si je comprends bien. Donc voilà. Ah, ça c'était super intéressant. Bon, je sais pas ce que le chat vide en a pensé. J'ai l'impression d'être un prof devant une salle de classe où quand il pose une question, il y a zéro réponse. Je comprends, mes professeurs, dans quel état vous devez être quand il y a zéro réponse derrière. Donc voilà. Bon, ça va faire déjà 1h52, sans compter la pause. Je pense que je vais m'arrêter là, j'ai la sèche, je fatigue un peu. Mais déjà, c'était pas mal, hein, genre deux articles qui finalement se rejoignent sur quelques points, notamment la doxa de la société de l'information et du progrès à tout prix dans les techniques de l'information, quoi, et de l'automatisation. Euh, donc voilà. Bon, je vais arrêter le live et je vais le mettre sur ma chaîne YouTube du coup. Et je mettrai les deux trois trucs que j'avais dit en lien là, genre notamment l'article de Gaëtan Tremblay là qui parle aussi de l'information, de la société de l'information et il dit pourquoi c'est du bullshit. Voilà, et aussi le truc sur les bullshit jobs. Et je pense que je vais mettre aussi le, le, l'étude sur le digital labor en France, ça se lit super facilement et ça se lit assez rapidement. Genre ça fait une quarantaine de pages à tout péter, je crois. Donc ça va très vite et c'est très compréhensible. Donc je vais faire comme ça. Bon, et eh bien je remercie le chat vide de m'avoir écouté. J'irais bien essayer de faire un raid, genre le raid inutile quoi. Bonjour, je te ramène des fantômes. Voilà, et puis bah, j'espère qu'il y aura des gens à regarder ça sur, euh, sur YouTube, quoi. Ah oui, et aussi je pense que je vais, parce que là du coup j'ai un compte Twitter aussi que j'ai nommé, que j'ai renommé Fenêtre sur Infocom, d'où le nom du stream.
Voilà, je pense que je vais faire ça. Et genre, je pense, genre 2, 3 fois par jour, peut-être partager des articles de presse. Parce que en vrai, au début, je pensais faire 5, 6 articles de presse que je prends. Voilà, quotidiennement, je vais lire des trucs, je vais voir ce qu'il y a. Et en vrai, ça prend vraiment beaucoup de temps. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps, mais tant mieux, hein. Du coup, ça me laisse plein de matière à faire, plein de matière à aborder, plein de trucs, plein de sujets à aborder et d'articles à lire, etc. Du coup, ce que je pense, ouais, c'est ça, c'est utiliser mon compte Twitter pour partager